東京都内のホテルで開かれた Réaliser ce voyage au pays du soleil levant. 死者の工場は消える Alright, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is. It's time to Nous sommes en direct du Tower Records de Shibuya. Oui, en direct, nous sommes à Tokyo. Et pour m'accompagner aujourd'hui, on a un invité prestigieux, Stéphane du Lézard Noir. Stéphane, est-ce que tu peux commencer par te présenter? Donc Stéphane Duval, j'ai 48 ans, éditeur du Lézard Noir depuis 2004-2005. Parcours professionnel, j'ai été disquaire pendant 13 ans, j'ai été directeur d'un espace consacré à l'architecture contemporaine pendant 13 ans. Et j'ai toujours fait double activité, donc j'ai monté le Lézard Noir quand j'étais disquaire et puis voilà, j'ai fait ça en parallèle et maintenant je ne m'occupe plus que de ça depuis le mois d'avril. Très bien. Donc les origines du Lézard Noir dans tout ça? Parce que tu disais que tu lisais... Le Lézard Noir est parti de mon intérêt pour la contre-culture japonaise et certains artistes que je voyais passer sur des pochettes de disques. J'avais un petit rayon de musique expérimentale et on trouvait dedans des disques avec des artistes comme Romain Slocombe qui s'est beaucoup intéressé au Japon et dont la fille Miyako est devenue ma traductrice après. Il y avait des pochettes de disques faites par Suehiro Maruo pour notamment le musicien de jazz expérimental John Zorn. Et donc c'est comme ça que j'ai déroulé un peu une pelote avec un fil d'Ariane et que mon intérêt pour le Japon est venu. J'avais pas d'intérêt particulier pour le Japon et pour tout dire, je ne lisais pas de manga. J'ai lu Akira quand c'est sorti. J'étais un collectionneur de BD quand j'avais jusqu'à 14-15 ans. Mais j'ai abandonné la lecture de la BD avec la découverte de la musique, au moment de tout ce qui était la New Wave et le post-punk. D'accord, et donc découverte via des pochettes de disques. Pochettes de disques, photographie, art, cinéma. Le cinéma de Terayama m'intéressait. Donc, ouais. Et comme j'ai toujours pensé que pour être au centre, il fallait être au centre de la formation pour récolter l'information, c'est comme ça qu'est venue l'idée de monter cette maison d'édition lors d'un second voyage au Japon. Donc ça devait être en 2003 je crois, et on m'a présenté Maruo Suehiro chez lui. Bon, à l'époque il n'y avait pas beaucoup d'internet, c'était assez compliqué quand même de voir les gens, mais son galeriste, Span Art Gallery, m'a amené chez lui, comme ça, gentiment. Et Maruo m'a montré tous ces tableaux. Alors à l'époque j'avais pas d'argent donc j'ai eu acheté juste un petit dessin. Il m'en a donné un aussi à l'époque. Et en rentrant en France je me suis dit allez, on fait une maison d'édition. Le nom du Lézard Noir est venu spontanément. En tant que... Enfin c'était l'hommage à Rampo, à Mishima, au film de Fukasaku. Enfin il y avait cette image romantisme noir, décadence qui m'a animé dans mes premières années de recherche japonisante. Est-ce que tu peux nous parler du premier titre du Lézard Noir? Alors le premier titre que j'ai voulu faire, c'était ce qui est sorti en France chez Imo, qui était La jeune fille aux camélias. Et en fait on avait tous les deux le contrat avec Benoît. Et l'éditeur qui m'a vendu le contrat à l'époque m'a dit bon, pour éviter les conflits entre les deux éditeurs japonais, parce que visiblement il y avait plusieurs éditeurs qui éditaient le même titre, à quelques années d'écart, je l'ai laissé filer à Benoît. Et j'ai recherché quel type comme j'avais aucun antécédent et que je venais pas du tout ni de la bande dessinée ni de l'édition, même si j'avais déjà fait une maison d'édition en littérature avant qui s'appelait L'Île Verte, j'y suis allé par des chemins détournés. En fait j'ai contacté Léonard Coren qui avait écrit 2 petits manuels sur l'art du bain et autres illustrés par Maruo, et Coren m'a vendu les droits. Donc j'ai commencé comme ça et j'ai pu aller au Japon en disant voilà, j'ai édité du Maruo, donc je voudrais faire ça. Et en même temps j'étais très intéressé par comment il s'appelle, Makoto Aida, dont j'avais vu des œuvres à une exposition qui s'appelait Coloriage
à la Fondation Cartier, qui était une exposition parallèle à la grande exposition Takashi Murakami. Murakami avait invité une quinzaine ou une vingtaine d'artistes japonais au sous-sol de la Fondation. Et j'ai flashé sur Makoto Aida, donc j'ai contacté son galeriste et je lui ai dit j'aimerais éditer un livre improbable qui s'appelle Mutant Tanako, qui est en fait un pastiche de manga japonais qui reprend tous les poncifs du hentai et autres, et qui est une œuvre d'art qui doit faire je crois 18 mètres de long en noir et blanc. Et j'ai contacté son galeriste, il a trouvé que c'était une idée folle, il a dit bon les bancos, comme je pouvais pas faire un livre d'art de Makoto Aida parce que j'étais inconnu, le fait de proposer aussi un pseudo-manga s'est passé. Donc et il se trouve que Maruo était quand même un peu connu ici dans l'édition et que Makoto Aida est quand même assez star ici en tant qu'artiste japonais. Et quasiment tout le monde connaît Makoto Aida. Donc ça m'a ouvert des portes et suite à ça j'ai pu signer Lunatic Lover, Yume no Kusaku et puis Akino Kondo qui était chez le même galeriste que Makoto Aida. Donc un jour j'étais passé chez le galeriste qui est la galerie Mizuma, qui est maintenant du côté de Ichigaya. À l'époque, elle était à Nakameguro. Et j'ai dit au patron, monsieur Mizuma, ouais, j'aime beaucoup une autre de vos artistes qui a fait des mangas, qui est Akino Kondo. Il m'a dit, ah, tu veux voir Akino? Je l'appelle. Donc il l'a appelé devant moi. Il m'a dit, bah, demain elle est là. Et donc on est parti à faire les mangas d'Akino. Donc j'avais pas du tout encore, même à ce moment-là, l'idée même de faire une maison d'édition manga. C'était pas du tout ça. C'était une maison d'édition où je me faisais plaisir à publier des auteurs dont les travaux artistiques m'avaient plu et que j'avais envie de côtoyer. C'est extrêmement intéressant. Du coup, c'est vrai que quand on met en parallèle avec d'autres éditeurs manga qui, eux, à la base, sont des lecteurs de manga depuis leur tendre enfance, on se rend compte qu'ils ont énormément de mal à signer des auteurs qu'eux ils voudraient, soit parce qu'ils sont déjà tous les autres éditeurs en France, soit parce qu'ils n'ont pas les clés qui ouvrent les portes des éditeurs en France. Donc toi en fait tu es passé par des galeries. C'était un chemin détourné. Je me suis dit effectivement, si j'avais certaines clés comme Maruo en BD, Makoto Aida sur l'art contemporain, et à l'époque j'avais envie de faire les DVD de Terayama. Donc j'avais commencé à approcher Hiroko Govers, qui était la productrice japonaise qui vivait en France de Terayama. Je savais qu'avec ces noms, c'était des cartes de visite qui me permettaient de mettre sur la table des références concrètes qui ne représentaient pas grand chose pour le grand public en France, mais qui ici étaient assez respectées. Et après, l'autre grande carte de visite que j'ai eue, c'est quand j'ai édité les Moumines. Moi j'ai découvert les Moumines au Japon, j'étais persuadé que c'était japonais parce que j'ai pas grandi avec les Moumines. Et en rentrant en France, j'ai contacté l'éditeur parce que, en fait, quand j'ai fait le Lézard Noir, très vite je me suis senti renfermé dans une image d'éditeur underground qui habite à Poitiers qu'on voit pas et qui édite des choses improbables. Donc, et je me suis dit, mais je m'intéresse aussi à l'édition jeunesse, ça peut m'intéresser, la cuisine, tout ça. Donc peut-être que j'ai mal choisi le nom à cette époque. Je me suis interrogé sur le... Je me suis dit, j'ai peut-être fait une erreur de nom. Parce que j'ai pas eu de pensée stratégique, j'ai pas fait un bench de bench marketing, j'ai pas fait de... J'y suis allé au feeling. Hein. T'as pas choisi une onomatopée pour comme nom d'édition? Non, j'ai... Bah oui, en plus les arts noirs c'est français, donc pourquoi les arts noirs mais quand on disait Kurotokage aux gens, ils comprennent tout de suite ici. Ouais. Ils voient un peu l'image de ce que c'est tout de suite, ils imaginent Rampo, ils imaginent Mishima, donc c'était vraiment le côté décadent qui moi me plaisait à l'époque, un peu borderline, le fait de voir les gens qui sont à la marge. Ça me fascine toujours un peu, mais ça me fascine toujours, hein, mais... Ouais. Et donc le catalogue s'est créé comme ça, et petit à petit, de fil en aiguille, je me suis intéressé à la bande dessinée. Un autre de mes grandes découvertes, c'était le Vagabond de Tokyo, où j'ai flashé sur la couverture. Je me suis dit, les 4 Lascars sur la couverture, ça doit raconter quelque chose de ce que moi j'avais envie de connaître du Japon, c'est-à-dire que la carte postale m'intéresse pas. Le Shibuya Crossroad qui est à côté de nous là, c'est pas quelque chose qui me fascine plus que ça. Les temples, les trucs, ce qui m'intéresse c'est plutôt la vie des gens. Ce que j'ai tendance à dire, c'est l'arrière-cuisine, de découvrir pourquoi telle personne a telle fêlure, telle... Et c'est vrai qu'à travers le Vagabond de Tokyo a ouvert mon catalogue. Et à l'époque, des gens qui étaient sur Maruo Eto, puisque les arts noirs étaient très arty, n'ont pas très bien compris ce que j'allais faire avec
ce manga qui racontait la vie de ce mec un peu dégueulasse, qui était une grande série qui a duré pendant 30 ans et qui ici est plutôt considéré comme un manga de gare ou un manga qu'on trouve dans les hôtels, dans les business hôtels pour salariman. Mais je l'ai présenté comme une sorte de manga très dans un esprit Bukowski avec des accents welbeckiens. C'est comme ça que je l'ai présenté à la presse et ça a fonctionné puisqu'il a été, ça a été plutôt un succès pour moi. C'est une série où je reçois régulièrement des mails, pour lequel je reçois régulièrement des mails de gens qui me disent quand sort le prochain, quand est-ce que vous refaites une anthologie. Et le livre a été en sélection à Angoulême. Il y a ça aussi qui a été une chose, c'est que j'ai eu très très tôt un prix à Angoulême, une sélection à Angoulême avec les Moumines. Alors c'était pas le Lézard Noir, mais comme c'était le catalogue aussi, les Moumines sont tellement connus ici que c'était une carte de visite. Je pense que certains éditeurs se sont dit le Lézard Noir c'est une sous-branche d'une major française. On va un petit peu rembobiner. Oui. Et je laisserai ça au montage. Ton job d'éditeur, ça consiste en quoi? Parce que beaucoup de gens peut-être confondent éditeur, distributeur, Oui, qu'est-ce que c'est? Quand je dis éditeur, c'est vrai que les gens ont tendance à dire ils prennent pour l'imprimeur. Enfin, le kidam moyen pense qu'être éditeur, c'est être imprimeur. Il voit pas le... Mon job d'éditeur, c'est quoi? Alors, moi, je travaille déjà pas en foire. Je vais pas à Bologne, je vais pas à Francfort, je vais pas à Londres, je traque. Donc là, quand je vais te quitter, je vais aller dans les petites librairies que je connais en sous-sol et tout, pour aller chercher des bouquins pour mon fils et ma femme déjà, qui m'ont fait une liste de courses, mais aussi pour voir si je flash sur un livre ou un livre sur lequel j'ai déjà flashé, je vais le voir de manière récurrente. Donc j'attends pas que des éditeurs me montrent leur catalogue, Donc mon job d'éditeur, c'est déjà de repérer des titres, après de regarder si déjà ils ont été publiés. Et puis, si j'arrive à trouver un exemplaire, de le faire lire à la fois à mon épouse, à ma traductrice ou mes traducteurs, parce que maintenant j'ai plusieurs traducteurs, mais c'est surtout Miyako en fait qui donne souvent un premier avis sur ce qu'elle en a pensé. Parce que je travaille avec Miyako Slocombe depuis maintenant les tout débuts, depuis 2004. Petite question, pendant qu'on y est, barrière de la langue, tu parles japonais ou pas? Non, moi je parle pas japonais, je connais des mots, mais je peux pas même commander au restaurant, c'est compliqué pour moi. Mais bon, en même temps, ça fait quand même presque 20 ans que je viens régulièrement, 1 à 2 fois par an, donc j'ai pas de problème à me déplacer ou autre. Mais non, je parle pas japonais, donc en fait, c'est beaucoup sur l'appréciation. Je me fais un film sur ce que doit être le livre. Et le graphisme a une part très très importante quand même dans le choix. Faut qu'il y ait des plans cinématographiques, il faut qu'il y ait des images de rue, il faut qu'on y voit des gens, il faut qu'on y déambule, qu'on vagabonde en général. C'était ça un peu, c'est mon approche première au niveau du regard. Parfait. Bah justement, est-ce que tu peux nous parler, par exemple, de comment tu as réussi pourquoi et comment tu as réussi à avoir Mochizuki, quand même, avec notamment Shizakobe, notamment. Alors Mochizuki, c'est parti en fait, au tout début du Lézard Noir, je voulais éditer Umezu. Et Shogakukan m'a envoyé plein de bouquins d'Umezu et j'avais commencé à faire des choix et j'ai fait une offre. Et puis l'offre a été finalement boulée et ils m'ont dit à cette époque, il y a trop d'éditeurs de manga en France, donc on va pas continuer avec un nouveau. Donc c'était quasiment un acte de mort. Ouais. Mais bon, j'ai continué ma voie et puis je les ai re-rencontrés une autre fois et là, à la direction, ça avait un petit peu changé. Donc les livres avaient été publiés par Glénat, mais il n'y avait pas eu de nouveaux livres depuis très longtemps. Je suis venu avec des livres en patrimoine et certaines références quand même en sélection à Angoulême. Et je leur ai dit, si vous me faites confiance, je prends, avec ma traductrice Miyako, on fait le choix d'un premier livre, one shot, ce qu'on dit, et je vous l'emmène à Angoulême. Et ils m'ont dit, bon, on va te faire confiance sur... voilà, donc j'ai fait une offre sur un bouquin. Enfin, ils avaient le panel de mes livres. J'avais amené Anjin-san qui était en sélection à Angoulême
Georges Akiyama. J'avais amené, je leur avais dit que je faisais une anthologie de Banten Taro. Et dans l'assemblée, il y avait un garçon qui travaillait d'ailleurs toujours chez Shogakukan et avec qui je me suis un petit peu lié, qui lui connaissait tous ces auteurs en marge de la bande dessinée japonaise, des méconnus majeurs de la bande dessinée japonaise. Et donc j'ai mis un pied dans la porte chez Shogakukan et j'ai vu l'année d'après pour une interview, j'ai accompagné Stéphane Beaujean qui bossait à l'époque à Kaboom chez Umezu pour l'interviewer. Et l'éditeur de Umezu m'a dit en ce moment j'ai une série, tout le monde se bat pour la faire en France. Je dis Et je crois que c'était le même jour, juste après ou le lendemain, je vais dans une librairie et je tombe sur Shisakobe avec les deux hipsters entre guillemets sur la couverture. Et je me dis c'est Shogakukan, c'est ça, c'est ce livre-là pour lequel tout le monde se bat en France. Et en fait pas du tout. Moi je connaissais pas. Miturbin. Ouais. Et voilà, donc j'ai contacté Shogakukan, ils m'ont un petit peu testé, ils m'ont demandé pourquoi je voulais faire un livre comme ça, parce que ça détonnait un peu dans mon catalogue. Je dis au contraire, que le catalogue du Lézard Noir était de toute façon très littéraire, que c'était une adaptation d'un roman et que je croyais qu'on pouvait faire quelque chose de bien avec. Et je remercie le Tanto de Mochizuki, il a dit banco, alors il a dit banco aussi parce que j'imagine que les autres n'ont pas... il n'y avait pas de contact pour le faire, donc à partir du moment où il n'y avait pas de contact, mine de rien, c'était 4 volumes. Et je l'ai signé très tôt en fait. Je crois dès le volume 2, je me suis pas posé de questions pour savoir... en fait je me dis, mais je me le dis toujours, il faut prendre des risques. Aujourd'hui, je bosse dans les interstices. Je suis obligé de faire avec ce qu'on me laisse. Ce que les gros ne prennent pas. Donc il faut que je redouble un peu d'ingéniosité. Tu dis obligé, mais quand on entend ton parcours et qu'on voit tes choix, c'est des choix très très personnels qui sont motivés par une passion et par, comme tu l'as dit, un goût prononcé et une analyse visuelle avant tout. Oui. Alors au début, peut-être que le catalogue paraissait pas très très clair. Je pense qu'il a fallu 10 ans pour que les gens comprennent un petit peu que effectivement ce catalogue il est personnel, il me ressemble. Et il décrypte à sa manière les différentes facettes du Japon contemporain, mais à travers le manga, mais à travers aussi les livres d'architecture que j'édite ou de photographie ou autre. D'accord. Continuons nos errances, parce que tu aimes bien les vagabonds et les errants. Parle-nous un petit peu de l'auteur de Alien Tokyo Bros. Alors, Tokyo Alien Bros, c'est Shinzo Keigo, et c'est pareil, je l'ai repéré assez tôt. Toujours chez Shogakukan. Je me suis aussi demandé pourquoi cet auteur n'avait pas été signé, parce que quasiment tous ses bouquins avaient été adaptés en film, en drama, en série. Et c'est grâce à Shinzo que j'ai découvert une nouvelle vague de la bande dessinée japonaise qui sont un peu affranchis de tous ces grands noms que connaissent tout le monde, héritiers de Jump et autres. Shinzo, lui, il lit pas de bande dessinée ancienne, donc lui, il est un peu décomplexé par rapport aux anciens. Je pense qu'il a aussi les yeux tournés grâce à Twitter et autres sur ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe en Europe. Et moi, j'ai trouvé ça passionnant et j'ai eu envie d'aller plutôt vers des auteurs comme ça, comme lui, comme Tsushika Nishimura, qu'on va sortir aussi en début d'année prochaine, avec un titre qui s'appelle Sentier verglacé Iceban, que j'ai repéré aussi chez Shogakukan et qui fait beaucoup de couvertures de romans en ce moment, qui a un trait assez fin et méticuleux qui ressemble aux gravures et aux dessins noir et blanc faits par Tove Jansson. D'ailleurs, il a un groupe de musique qui s'appelle Tove Jansson New York City Band ou quelque chose dans ce genre. Donc voilà, j'ai envie aussi d'explorer ce type-là. Donc effectivement, le catalogue du Lézard Noir a plusieurs entrées dans sa collection bande dessinée. Il y a l'ADN du Lézard Noir, c'est-à-dire ce qu'a été Eroguro, Maruo et autres. Je continue parce que j'ai une passion pour Maruo. J'étais encore chez lui il y a 2 jours dans son nouvel appart, là il m'a reçu. Il y a le Gekiga, parce que je trouve que c'est intéressant. Et au-delà des très grands noms qu'éditent mes confrères de Kana, de Cornelius aussi, qui fait un super boulot. Là, il va rééditer Tsuge avec Atrabil. C'est quelque chose que j'aurais adoré faire aussi. Mais bon, ils sont sur Tatsumi, ils sont sur tout ça. Donc moi, je me suis dit, bon, je vais aller plutôt sur ceux en marge. Et il y en a beaucoup des très très bons.
et une collection plus sur les auteurs de la nouvelle génération. Pour s'ouvrir, parce que je trouve que c'est super... c'est un super boulot, ça dénote un peu sur ce qu'on a l'habitude de voir et qu'il y a un public en France pour ce type de nouvelles bandes dessinées. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré Shinzo Keigo, que j'ai édité Tokyo Land Brothers et je me suis dit que je voulais un catalogue d'auteurs et donc que j'allais le suivre en tant qu'auteur pour pouvoir signer ensuite, je l'espère, les séries peut-être qui vont être des véritables blockbusters, des véritables blockbusters, des ouvrages majeurs de sa carrière. Oui, parce qu'on peut dire que tu es un éditeur fidèle. Quand on voit avec Mochizuki ou alors avec l'auteur de Tokyo Land Bros, c'est vrai que c'est des auteurs que tu suis. Je suis un peu vieux jeu sur certains principes. Tu peux développer ? Sur la fidélité, je pense qu'effectivement, quand on investit sur un auteur, c'est un parcours qu'on fait aussi à deux. Il m'est arrivé d'être déçu par des auteurs qui m'ont pas suivi ou qui n'ont pas su me défendre auprès d'autres éditeurs alors que j'avais fait des beaux boulots sur eux. En même temps, ça m'a permis moi-même de développer mon catalogue et de ne pas rester enfermé dans une niche avant-garde et compagnie. Donc finalement, je leur suis plutôt reconnaissant. Mais oui, on développe ça et parce qu'en fait, l'humain m'intéresse aussi beaucoup. Donc c'est vrai que j'ai eu l'occasion de rencontrer à la fois Mochizuki. On l'a fait venir à Angoulême, Shinzo Keigo, on l'a fait venir à Angoulême. Ils ont tous les deux passé 2 jours à Poitiers. Ça fait partie du deal en général. Il y a 2 jours à Poitiers, donc c'est des gens qui sont venus manger à la maison, qui ont été chercher mon fils à l'école, parce que des choses comme ça. Donc ça crée aussi des relations presque, je ne vais pas dire amicales, parce que on se tape pas sur l'épaule et autres, mais une certaine amitié, ouais. Quelque chose de sympathique. Il y a une sympathie commune qui se fait mais c'est pas pour ça qu'on a une carte blanche pour faire ses prochains bouquins. Hein. Si on prend Mochizuki, il est passé de Shogakukan à Kodansha, donc là on remet les compteurs à zéro. Mais lui me défend par contre. Lui, je pense qu'il dit je veux que le livre soit édité par Stéphane. Et en l'occurrence, c'est vrai que le prochain, on va faire l'adaptation de L'Île aux chiens qu'il a fait de Wes Anderson. Donc ça m'a été confirmé la semaine dernière. Et je vais me battre aussi pour faire le prochain Shinzo Keigo. Alors peut-être que je le perdrai, hein, mais... Tu sais, il y a 2 auteurs. En parlant avec toi là depuis à peu près une demi-heure, je me dis mais comment ça se fait ? Je peux comprendre aussi, mais comment ça se fait qu'ils sont pas chez toi ? Le premier c'est Kaneko, Atsushi Kaneko. Et le deuxième, mais bon ça je peux comprendre, c'est Otomo, clairement. Alors, Otomo en fait est le seul manga que j'ai lu entre quand j'ai arrêté la bande dessinée en 84, donc je sais plus quand est-ce que c'est sorti, 88, peut-être 89. En France c'était 88-89, donc c'est vrai que quand Akira est sorti, je l'ai acheté. Et après j'ai pas lu de BD avant d'en éditer moi-même. Je lisais plus de BD quoi. Il y avait que la musique qui m'intéressait, la new wave, le post-punk, le machin, le truc, c'était une obsession. Ça l'est toujours, hein. Moi, je cherche de la musique toute la journée. Hein. Mais Otomo, j'adorerais éditer en fait ces livres qui se rapprochent un peu du Vagabond de Tokyo. L'histoire du judoka, les premiers livres que lui ne veut pas qu'on voit rééditer. Donc de toute façon il veut pas que ce soit édité et puis j'imagine que si un jour il libère les droits, les gros éditeurs vont être dessus, mais bon. Et puis Kaneko, je l'ai rencontré quelques fois, il est très sympathique et je pense qu'il a été très bien édité par d'autres éditeurs, par Casterman, par IMHO et voilà, ils font un travail d'auteur dessus, donc qui suivent leur auteur comme ils savent le faire. Très bien. Tout à l'heure, tu parlais aussi un peu de fidélité. Et avant ça, tu parlais de risque. Le mois dernier, dans Arokia, notre podcast, on a parlé de la cantine de minuit. On a mis un peu de temps pour en parler, hein, c'est vrai. On a 4 tomes pour en parler. On sait qu'au Japon, il y en a 20. Est-ce qu'on peut dire que c'est un risque de partir sur une série où il y a autant de tomes ? Alors c'est un risque contrôlé. La cantine de minuit, je pense je l'ai acheté quand il est sorti, je me souviens très bien. À Kyoto.
Je sais pas pourquoi ce livre, peut-être parce que la couverture était arty à l'époque, parce qu'il y a quand même pas mal de mangas de cuisine. Et il est dans ma bibliothèque et tous les ans, je sais pas, je le regardais, je me dis on le fait pas, on le fait pas. Je sentais qu'il y avait quelque chose dedans. Et ma femme m'a toujours dit c'est super. J'ai bien fait de pas le sortir trop tôt. Je pense que si je l'avais sorti avant Shisakobe et autres, l'impact n'aurait pas été le même. Le fait de l'avoir signé après Shisakobe a fait que le Lézard Noir avait déjà à ce moment-là une aura qui n'était pas la même auprès des libraires. On était sorti du cercle des Happy Few. Et donc les libraires ont pu suivre le fait que tiens, le Lézard Noir nous propose une autre de ses trouvailles. Après, moi j'ai négocié aussi avec l'éditeur pour dire c'est une série qui peut s'arrêter au premier, au deuxième, au troisième, au quatrième volume parce que ce sont des petites histoires que on n'a pas besoin de lire, d'aller jusqu'au 20e volume pour savoir toute l'histoire. Donc voilà, on a fait un deal un peu particulier avec l'éditeur qui m'a suivi. Je leur ai dit qu'en plus je voulais pas éditer les volumes à l'unité, mais les regrouper par 2. Donc je mets 2 volumes en un et on les présente un peu comme si c'était des romans parce que ça se lit très vite, c'est passionnant et on a très vite envie d'avoir la suite. Et je pense que 20 volumes, ça serait indigeste pour le public français. Enfin, on prend la série beaucoup trop tard, alors qu'en les regroupant, là on est déjà au 4e. Il n'y a pas de souci, on va éditer le livre de cuisine après un livre de cuisine avec des photos et les plats qu'on retrouve dedans. Donc, Et tu avais édité aussi son manga, le manga qu'il avait juste avant. Avec, Mikaki, je l'ai signé entre temps. Et puis j'espère pouvoir signer aussi sa biographie. Enfin bon, tout ça c'est en route. Parce que c'est pareil, moi je l'ai rencontré il y a 2 ans, on a fait une soirée dans un petit izakaya assez rigolo du côté de Yokohama avec lui et c'était un type assez charmant. Donc ça, c'est toujours dans le cycle de suivre un auteur. Je trouve, en le lisant, puis maintenant, voilà, après avoir un petit peu discuté avec toi, que c'est sûrement celui dans lequel on retrouve le plus de choses qui te touchent ou qui t'intéressent. Notamment la cuisine, quand on te suit un peu sur Instagram. Alors, j'aime pas tout dans la cuisine japonaise. Pour être honnête, hein, je suis assez sélectif. Moi, j'aime bien en fait la cuisine européenne faite par des Japonais. Voilà. Ça surprend toujours les gens que j'emmène à Kyoto ou autre, mais quand j'arrive à Kyoto, j'ai souvent envie d'aller manger dans un très bon italien ou une bonne pizza, parce qu'il y a la pizza avec les petits poissons blancs dessus ou avec des pousses de bambou, des trucs, et j'aime bien ce type de cuisine. Alors après, j'aime bien aussi la cuisine des enfants, hein, le kalage, les choses comme ça, les potato salada, j'aime bien les manger kaiseki, mais j'aime pas tout dans la cuisine japonaise. Enfin, je pourrais pas manger comme certains de mes amis qui, eux, pourraient manger japonais tous les jours. Ce qui est intéressant dans la cantine de minuit, c'est qu'un plat puisse éveiller des souvenirs d'enfance aux gens. Et que des gens qui n'ont pas le même parcours, qui ont peut-être été des rivaux à l'école et autres, se retrouvent et puissent s'apprécier autour d'un plat et déroulent leur intimité. C'est aussi pour ça que j'ai demandé à l'éditeur, et ça a été accepté par Abeyalo, de changer les couvertures japonaises qui étaient très belles au demeurant, mais qui avaient les plats en couverture. Moi, je voulais montrer de l'humain. Et on revient à ce que tu nous disais au début, des humains certes, mais des humains à la marge. Oui, à la marge, c'est-à-dire que des gens à la marge peuvent rencontrer, enfin tout le monde est un petit peu, enfin j'imagine que des gens ont des choses à la marge en eux et quelque chose d'un peu différent, mais moi, ouais, il y a des figures intéressantes dans la cantine, que ce soit un travesti, un yakuza, un prêteur sur gage, une stripteaseuse. Bon, moi, je regrette de ne pas parler japonais parce que je peux pas communiquer avec les gens comme ça, même si j'ai des amis à Tokyo et que des fois eux-mêmes déroulent leur intimité, comme j'étais avec une amie tout à l'heure, sur des choses familiaux, et c'est assez fascinant parce que là on voit le japonais aussi peut-être moins comme un décor. On a souvent tendance à dépeindre le peuple japonais comme quelque chose d'un peu unifié. Enfin, tu le vois quand tu es au Japon, c'est quand même une masse qui se déplace, mais à travers toute cette masse-là, il y a quand même des humains avec ses particularités, avec
sa vie. Donc je trouve ça assez amusant que dans un petit bar, un plat et puis un chef, un patron de bar puisse faciliter cette transmission de soi. Ton avis peut-être sur l'adaptation en série? Si tu l'as regardé ou pas, je sais pas. Je l'ai regardé un petit peu parce que ça passe à la télé quand c'est ici, même si je comprends pas. J'ai regardé un peu sur YouTube, mais je suis pas un fan des dramas. Je trouve ça un peu surjoué. En général, je suis pas un fan des dramas. J'aime pas j'aime pas la manière de filmer. Je trouve ça souvent overacting. Non, ça m'intéresse beaucoup moins que la bande dessinée. Moi j'ai tilté parce que pour une fois, je suis comme toi, hein, je suis pas du tout drama, mais vraiment pas. Par contre, j'ai énormément apprécié, et plus que dans le manga bizarrement, le choix du lieu dans la rue. Ça peut paraître bête, hein, ou dans le manga il est en croisement de deux rues, donc assez visible, alors que dans la série il est... Ah ouais. Pourtant c'est assez typique de mettre ce qu'on appelle les Y-Junction, là, ouais. Je sais pas, faudrait demander d'ailleurs à Abeyalo pourquoi. On lui demandera parce que j'essaye de le faire venir en France. Mais comme il veut pas se faire prendre en photo, c'est compliqué. Il veut rester incognito quand il va dans les restos en fait. Ce qu'on peut comprendre. L'auteur notamment de Full Metal Alchemist, mais c'est pas la seule. Pareil, ouais. Et si on parlait un peu de ton présent, le présent du Lézard Noir. Là tu viens de sortir Stop Ibarikun. Comment ça a pu arriver dans votre catalogue? Parce que c'est souvent classé en shonen. Comment, voilà, shonen en plus des années 80. Donc, années 80, ça je comprends, voilà, on est en plein dans ce que t'aimes. Mais c'est shonenisant. Pourquoi? Eh bien, c'est le travail actuel en fait de Hisashi Higuchi qui m'a fait m'intéresser à ce qu'il faisait. C'est un trait qui est très très proche de celui de Mochizuki. Des fois, on peut même se tromper et penser que l'un est l'autre. Et j'avais l'habitude de voir souvent des illustrations de lui dans Tokyo, notamment du côté de Kichijoji, puisqu'il y a souvent des quinzaines commerciales ou des choses où il fait les grandes affiches. Je crois qu'il habite dans le quartier. Et puis j'ai regardé un petit peu ce qu'il faisait et je suis tombé sur Stop Ibarikun. J'ai trouvé que c'était super osé dans les années 80 de faire une histoire sur ce thème-là. J'ai regardé le dessin animé qui m'a paru complètement fou. Donc j'ai demandé à ma femme, mais vous regardiez ça quand vous étiez ado? Elle me dit non, c'était quand même pas pour tout le monde. Et puis tout le monde m'a dit ici à quel point Stop Ibarikun était important. Donc voilà, j'avais envie de faire Hisashi Higuchi. Tout simplement. C'est vrai qu'en me promenant dans un mandarake sud d'Osaka, je suis tombé, effectivement, il était plutôt mis en avant. Je dis tiens, ça a sorti au Lézard Noir, donc oui, je comprends tout à fait que finalement au Japon ça peut être aussi. Tout le monde connaît quasiment Stop Ibarikun ici. Ouais. Bon bah c'est toujours aussi sur ces personnages un peu en marge de la société et puis c'est bien vécu. Donc c'est plutôt positif, c'est assez drôle, je trouve. Enfin, c'est un manga qui m'a beaucoup plu. J'ai beaucoup rigolé en lisant la traduction d'Aurélien Astagé, qui s'en est bien sorti parce que c'est pas facile de traduire un gag manga de 82 quand même. Et puis je trouvais les couvertures sublimes et puis voilà, j'avais envie de l'éditer. Ouais. Est-ce qu'on peut parler aussi rapidement du Tigre des Neiges? Le Tigre des Neiges. J'avais repéré pareil les couvertures qui sont sublimes. Le trait m'a plu, c'est vrai que c'est aussi un peu différent de ce que j'ai l'habitude d'éditer. Pour autant, j'ai pas envie de limiter le Lézard Noir. Enfin, le Lézard Noir est voué à grossir. Aujourd'hui, je fais plus que ça. On a des bureaux, j'ai des salariés, donc il faut aussi qu'on trouve une ou deux séries supplémentaires tous les ans qui vont permettre de faire tourner la machine. Donc le Tigre des Neiges, c'était aussi le personnage d'Akiko Higashimura, pour être honnête. Je l'ai vu à la télé, je suis sur Instagram et voilà, je trouve qu'elle assure. Okay. Tout simplement. Donc c'est un personnage tout comme Kazuo Umezu, elle s'intéresse au théâtre, je crois qu'elle a une troupe de théâtre. Elle porte aussi bien le Adidas que le kimono. Et, ouais.
Donc j'avais envie de faire cette série, donc on a pris des risques quand même parce que la série n'est pas finie, on ne sait pas jusqu'à quand elle va s'arrêter. En plus, j'ai du mal à passer le cap de me dire on va faire des mangas au format un peu plus petit. Donc on reste quand même sur des formats roman à 13 € pour des livres comme celui-ci. Donc je suis conscient que ce soit pas facile pour tout le monde, notamment les plus jeunes de tes auditeurs. Mais c'est tellement gracieux et bien dessiné que je trouve ça plus intéressant de le voir sur un peu plus grand, sur un papier d'un peu meilleure qualité, et ça le mérite amplement. Et je pense que si le marché japonais s'y prêtait, les auteurs préféreraient que leurs livres sortent comme ça. En tout cas, c'est ce que m'a dit Mochizuki quand il a vu notre édition. Il a dit à son tanto, mais pourquoi tu m'as pas fait un livre aussi beau que ça, quoi? Pourquoi toi tu me fais des petits bouquins et c'était pour le chambrer, hein, c'était rigolo, hein, mais... Ouais. Qu'est-ce que tu penses un petit peu de cette tendance qu'on peut voir, même chez des grands éditeurs historiques en France, ce parti pris de vouloir repartir vers un sens de lecture occidental, comme on dit? Alors moi j'ai fait l'erreur entre guillemets de faire des fois les couvertures au sens occidental parce que mes premiers bouquins avaient des doubles entrées, art et manga, et que j'étais un peu maniaque, donc je voyais les tranches des couvertures sur une table, ça me dérangeait de les voir dans l'autre sens, donc je mettais... Mais j'avais des réflexions de gens qui disaient on n'a rien compris, on a lu le bouquin par la fin, bon bref. Le sens occidental, je sais pas, parce que l'autre jour j'ai pris un Tintin, alors je l'ai pris en sens français, mais j'ai commencé à lire les bulles dans le sens japonais. Enfin, à lire les cases dans le sens japonais, donc je pense que de plus en plus de gens sont habitués. Alors il y a encore des réflexions, hein, quand on va sur des salons, c'est le truc qui se lit dans l'autre sens, des fois ça pose des problèmes en termes de planche de toute manière, de leur placer en sens occidental. L'inversion, je pense que c'est pas forcément une bonne idée. Peut-être que certains livres s'y prêtent, hein. Alors je comprends, c'est peut-être pour essayer de trouver un nouveau lectorat, mais s'il n'y a pas de problème d'inversion de bulles, pourquoi pas, si ça permet de trouver des lecteurs qui sont réfractaires au fait de lire le livre par la fin, comme on dit. Mais j'ai pas d'avis sur la question particulièrement. D'accord. Tu viens de parler du lectorat, justement, quel est le lectorat du Lézard Noir principalement actuellement? Il est varié, mais il est aussi constitué de gens qui ne lisent pas de manga et peut-être même pas de bande dessinée des fois. Les gens qui lisent La Cantine de Minuit, je sais qu'il y a des lecteurs et qu'il y a parmi eux des gens qui s'intéressent au Japon, à la nourriture, et on leur a conseillé, et ça va peut-être être la seule BD qu'ils vont lire parce que c'est le Japon et la cuisine qui les intéressent, ou parce qu'ils ont vu la série sur Netflix. Donc j'ai pas envie de me limiter à un lectorat en particulier, j'ai envie d'aller chercher justement ces nouveaux lecteurs. Et j'essaye de communiquer aussi différemment, que ce soit sur Facebook avec les gens peut-être un peu plus âgés, sur Instagram plutôt sur l'image, et puis sur Twitter on voit les gens un petit peu plus geeks entre guillemets, plus jeunes, fans de manga, donc j'essaye de pas négliger un public plus qu'un autre en tout cas. D'accord. Tout à l'heure, et puis on va ouvrir un petit peu la discussion sur le futur. Tout à l'heure, on parlait de Ibarikon, notamment, qui ouvrait, puis l'auteur du Tigre des Neiges, qui ouvrait vers du shonen et puis quelque chose de plus contemporain. C'est une ouverture successive qui se fait sur des titres pour lesquels j'ai passé beaucoup de temps quand même à me dire est-ce que c'est ce titre-là qui va nous permettre de... Tout comme ça a été le cas pour Le Vagabond de Tokyo pour une première ouverture, Shisakobe une deuxième ouverture, La Cantine, puis Le Tigre des Neiges, après Keigo. C'est-à-dire que tout ça, ça se fait quand même, on passe pas d'un seul coup de Mario au Tigre des Neiges. Il y a quand même tout un lissage, un glissage qui se fait sur des années, pour justifier qu'aujourd'hui le catalogue peut prétendre aussi à des titres plus difficiles à récupérer chez des gros éditeurs et pour un marché plus vaste. Dernière question, parce qu'après on va te laisser aller justement flâner ou chercher peut-être les prochains titres du Lézard Noir. Justement, quel est le futur du Lézard Noir? Est-ce que tu peux nous donner quelques titres, quelques orientations sur ce que tu vois dans le futur proche ou peut-être un peu plus lointain? Alors, pour l'année prochaine, mon programme est quasiment fait, mais c'est quasiment que des suites de séries. Donc, mais ça fait déjà le double de titres par rapport à cette année, pour moi, ce qui est déjà beaucoup. Le Lézard Noir, il y a aussi les mangas, il y a des livres d'architecture, parce que je veux continuer à faire des livres d'architecture
au moins un par an, un très très bon livre. J'ai fait Tokyo Noye, L'archipel de la maison, qui sont des livres qui ont ensuite été publiés au Japon et qui ont donné lieu à des expositions au Panasonic Museum. On prépare un livre sur l'architecture du futur au Japon et tout le mouvement métaboliste et tout ce qui s'ensuit. Donc des architectes comme Kurokawa, Kenzo, ou entre guillemets Kenzo Tange, Otani, enfin, qui étaient plutôt en marge de ce qu'on appelle le métabolisme. Donc c'est l'architecture plutôt futuriste, cellulaire, modulaire, japonaise des années 60. La Nakain Capsule Tower à Shimbashi est un des exemples. J'ai aussi le catalogue jeunesse, donc je peux pas non plus faire plus de livres qu'on a de mains et de possibilités. Déjà j'ai pris du retard là pendant les 3 semaines que j'ai passées ici en mission pour un autre boulot. J'ai signé une série qui s'appelle Zenkamono, qui parle d'assistantes sociales qui s'occupent d'anciens repris de justice. Ça c'est un scoop, je ne l'ai pas annoncé nulle part. Hein. Voilà. Zenkamono, ça paraît en ce moment chez Shogakukan. J'ai signé donc l'adaptation par Mochizuki du livre de Wes Anderson. Et puis j'ai dans ma besace quelques one-shots et quelques séries qu'il va falloir qu'on regarde. Alors ça va peut-être mettre 3, 4, 5, 6 mois avant de se dire peut-être que quelqu'un l'aura signé entre-temps. C'est souvent le cas, hein. Il y a des tas de bouquins qui viennent de sortir que je voulais faire, hein. Notamment il y avait, comment il s'appelle, Blue Giant m'intéressait, il y avait les adaptations de Lovecraft que Kamet de Ki-hoon a sorti il n'y a pas longtemps, c'est pareil, ça m'intéressait parce que je suis un grand fan de Lovecraft. Bon, mais après je peux pas tout faire non plus, et puis ils n'ont pas non plus, que ce soit Glénat ou Ki-hoon, le même impact que moi chez les gros éditeurs, et puis ils ont fait des très belles éditions, donc c'est super que ça sorte chez eux aussi. Donc il faut que j'arrive à trouver un ou deux autres bouquins qui va permettre de lancer la machine. Et je suis plutôt content du Tigre des Neiges parce que c'est un livre qui va ouvrir le catalogue à un nouveau lectorat, qui est très drôle. Je sais pas si tu l'as lu. Pas encore, non? C'est sorti juste au moment où je partais pour le Japon. Ouais, je trouve ça très drôle. Je trouve qu'elle a beaucoup d'humour. Elle arrive à faire un livre à la fois historique en mélangeant des anecdotes personnelles. Donc il y a un décalage, il y a une distance par rapport aux éléments qui, moi, m'a beaucoup plu. Donc je cherche. Je continue à chercher. Je suis pas inquiet pour les 2 ans à venir, en tout cas. Et puis Umezu, j'ai encore plein de titres. Si Shogakukan et Umezu veulent que je continue dans cette lancée. J'ai des bouquins en patrimoine aussi à sortir. J'ai plus qu'on va pouvoir faire. Très bien. Écoute, avant de te libérer, Stéphane, une dernière question. Surprise, je t'avais même pas appris. On est à Tower Records. Là, je suis étonné qu'il en reste encore parce que je savais même pas qu'il en restait, tu vois. Et il est là depuis que je viens, donc ça fait longtemps qu'il est là. Est-ce que tu peux nous donner une reco disque? Disque Uh-huh. Alors j'aime pas trop la musique japonaise pop, en fait, la pop japonaise. Mais dans les arts, j'étais un grand fan de Kai Mikari quand j'étais plus jeune. Kai Mikari qui avait une petite carrière en France, qui avait fait des disques avec Philippe Catherine, avec Tahiti 80, avec des gens comme ça. Je l'ai vu d'ailleurs 2 fois en concert à l'époque, c'était au Shibuya Axe, qui était juste de l'autre côté de l'avenue, là, quand on remonte vers le stade de Yoyogi. Oui. Donc il y a aussi le stade de Yoyogi qui figurera dans notre bouquin sur le métabolisme. Et curieusement, c'était une salle qui a été faite par l'agence d'architecture Mikan à Yokohama, qui est dirigée entre autres par Manuel Tardy, qui est un copain avec lequel on a fait des bouquins, et qui a été détruit. Donc c'est ça où, quand on parle aussi d'architecture métaboliste, Tokyo est une ville métaboliste, dans le sens où elle se construit, elle se déconstruit, et comme me disait Manuel l'autre jour, il y a 80 000 boutiques par an en turnover. Sur Tokyo uniquement. Donc Rocodisc, alors pas Kamikari parce qu'elle a arrêté sa carrière, je crois, depuis qu'elle s'est mariée. Eiko Ishibashi, qui joue. Je l'avais utilisé, j'avais été la voir en concert dans un petit club, le Lady Jane à Shimokitazawa, il y a 3-4 ans, et elle avait accepté que je mette sa musique en bande-son d'un petit teaser qu'on avait fait pour Shisakobe. Et Eiko Ishibashi donc est pianiste de jazz, chanteuse, et elle fait aussi de la musique un peu pop expérimentale avec Jim O'Rourke, qui est un musicien américain qui a joué avec Sonic Youth, c'était le 5e membre de Sonic Youth, et qui vit à Tokyo depuis longtemps. Donc, je les ai vus plusieurs fois ici en concert dans différentes formations, donc voilà, je trouve que ce que fait Eiko Ishibashi c'est pas mal, mais moi je suis
plutôt bloqué sur les années 80 en ce moment. Je n'écoute que les Cocteau Twins et Icon de Bunnyman. Je sais pas si ça t'évoque quelque chose, mais voilà, je suis un peu bloqué à mes jeunes années. D'accord Stéphane, bah écoute, on te remercie pour le temps que tu nous as consacré, 1 heure de podcast alors que tu es très pris, surtout que non, c'est parfait, c'est très très bien. Voilà, donc on était en direct du Tower Records à Shibuya, et voilà, encore merci Stéphane. C'est un endroit où je viens de moins en moins en vieillissant parce que c'est quand même assez bruyant et ouais. Ce que je comprends. On s'est perdu aussi vers Harajuku avec la fameuse rue Kawaii. On était avec mon épouse, on a quitté. Non, c'est trop dur. On est au calme, Tower Records. On est bien. Donc merci encore Stéphane, et puis voilà, bonne continuation. Bon retour. 東京都内のホテルで開かれる 名産 Réaliser ce voyage au pays du soleil levant. 死者の工場はピエール Alright, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is. It's time to Cette planète est la proie des forces maléfiques. La souffrance et la peine règnent sur la Terre. Mais néanmoins, il existe aussi des choses merveilleuses ici-bas, des amis. C'est grâce à eux qu'on peut supporter la détresse et le désespoir. C'est avec eux qu'on peut partager nos joies et nos peines et essayer de construire ensemble un monde plus harmonieux où la justice et la paix pourront enfin être respectées. Voilà ce que j'ai appris et c'est pour cette cause que je me battrai toujours.